Pendant des mois, Benoît, Kevin et Tristan avaient flirté avec les limites, se moquant d'Amina Traoré, la provoquant dans les couloirs, faisant de son fauteuil roulant la chute d'une blague que personne n'osait arrêter. C'était une cible facile. Une jeune fille noire, récemment handicapée, entourée de gens qui restaient silencieux. Ils avaient dépassé les bornes plus d'une fois. Et puis, un jour, ils ne se sont pas contentés de les dépasser, ils les ont pulvérisés. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que quelqu'un observait. Zahra Traoré était la sœur aînée d'Amina, et une combattante de MMA sans aucune tolérance pour la cruauté et sans crainte des conséquences. Ce qui s'est passé ensuite ne pouvait pas être étouffé. Ils pensaient pouvoir s'en tirer. Mais Zahra n'allait pas les laisser faire, pas sans les faire souffrir de la même manière qu'ils avaient fait souffrir sa sœur handicapée. Avant d'aller plus loin, commentez pour nous dire d'où dans le monde vous nous regardez et assurez-vous de vous abonner car l'histoire de demain est à ne pas manquer. Les couloirs n'avaient jamais semblé aussi longs qu'aujourd'hui. Amina Traoré avait l'habitude de s'y faufiler comme tout le monde, glissant entre les corps, les épaules droites, la tête haute, ses écouteurs bien en place et son esprit déjà à moitié rentré chez elle. Mais cette version d'elle, la fille qui pouvait courir plus vite que le temps et monter les escaliers 4 à 4, avait disparu. Ceux qui restaient se déplaçaient plus lentement maintenant, plus petites, plus silencieuses, blotties dans un fauteuil roulant qui grinçait un peu quand elle prenait les virages. Un fauteuil auquel elle apprenait encore à faire confiance, même si c'était tout ce qu'elle avait. Les élèves passaient à côté d'elle comme si elle n'existait pas, ou pire, comme si elle était quelque chose à plaindre. Les yeux baissaient quand elle levait le regard. Les conversations s'arrêtaient quand elle roulait trop près. Et bien que personne ne le dise à voix haute, Amina le sentait dans chaque regard de travers et chaque sourire forcé, qu'elle n'appartenait plus au flux. Elle était sur le chemin, au milieu de l'espace de quelqu'un d'autre, au milieu d'une vie qui avait continué sans elle. Seule Zahra ne lui faisait jamais sentir ça. Sa sœur était dans la classe au-dessus, mais elle accompagnait Amina en cours quand elle le pouvait, revenait la voir pendant le déjeuner et gardait un œil discret depuis l'autre bout de la cour quand elles n'étaient pas ensemble. Elle ne disait pas grand-chose, Zahra ne le faisait jamais, mais quand elle regardait Amina, c'était comme si tout allait encore bien, comme si Amina était toujours celle qu'elle était, même si le reste du monde refusait de le voir. Elles avaient toujours été proches, mais depuis l'accident, cette proximité s'était transformée en quelque chose d'autre, quelque chose qui portait un poids, quelque chose avec du feu dedans. Zahra avait été là quand Amina était revenue de l'hôpital, l'avait vue pleurer au milieu de la nuit quand la réalité s'installait, l'avait aidée à se relever la première fois qu'elle était tombée du fauteuil, lui avait tenu la main pendant le silence qui suivit la disparition de la pitié et le début des murmures. Elle ne faisait jamais étalage de sa protection envers sa sœur, mais tout le monde savait qu'il ne fallait pas tester cette limite. Du moins, la plupart des gens. Il y en avait d'autres, ceux qui observaient Amina d'un peu trop près quand Zahra n'était pas là, ceux qui voyaient le fauteuil, non comme une limite à respecter, mais comme une ouverture à exploiter. Benoît, Kevin et Tristan n'étaient pas des inconnus. Ils avaient été cruels avant l'accident, mais à l'époque, c'étaient des provocations superficielles, un bruit de fond qui ne collait jamais parce qu'Amina pouvait s'éloigner. Maintenant, elle ne pouvait plus marcher du tout, et ça avait changé la donne. Ils ne s'étaient pas encore attaqués de front, mais leur présence était devenue plus bruyante ces derniers temps. Ils rôdaient derrière les casiers. Ils ricanaient quand elle passait. Kevin avait une fois frôlé sa roue et murmuré « Tu es mieux assise, de toute façon ». Benoît avait laissé tomber une serviette en papier froissé sur ses genoux un matin et avait eu un sourire narquois, comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Personne ne les arrêtait. Personne ne regardait même. Amina n'a rien dit à Zahra. Non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle savait déjà ce que Zahra ferait. Et elle n'était pas prête pour ça. Pas encore. Le tempérament de sa sœur n'était ni sauvage ni bruyant. Mais quand il éclatait,
il se brisait comme de l'acier. Net, définitif. Zara n'avait jamais été exclue de sa vie, mais il y avait un tranchant discret en elle qui faisait réfléchir les gens à deux fois. Pourtant, Amina n'était pas prête à être la raison pour laquelle sa sœur franchirait cette ligne. Alors elle resta silencieuse. Et chaque jour, le silence la rendait plus petite. La plupart des matins se confondaient maintenant. Se réveiller tôt, lutter avec la routine, faire le trajet silencieux avec Zara jusqu'au lycée, et se préparer à ce que la journée pourrait apporter. Il n'y avait plus de rythme, plus maintenant. Juste des moments cousus ensemble par l'effort, chacun survécu, mais jamais facile. Ce n'était pas qu'Amina n'avait pas d'amis. Elle en avait beaucoup avant, mais depuis l'accident, ils avaient disparu, certains rapidement et d'autres lentement, comme de l'eau s'écoulant par des fissures qu'elle ne savait pas exister. Les filles avec qui elle riait au déjeuner lui lançaient maintenant des regards doux de l'autre côté de la pièce, le genre que les gens donnent quand ils ne savent pas quoi dire et ne veulent pas dire la mauvaise chose. Quelques-unes lui ont envoyé des SMS après son retour. La plupart, non. Personne ne lui disait rien de cruel en face. Mais personne ne se mettait non plus entre elle et ceux qui le faisaient. Et dernièrement, Benoît et ses amis avaient arrêté de faire semblant. Ça a commencé avec les surnoms « Roulette »,« la pauvre fille »,« celle qui rampe ». Ils les lançaient comme des fléchettes dans le couloir, toujours assez fort pour qu'elle les entende, mais assez bas pour qu'aucun professeur ne puisse être sûr. Il la frôlait de trop près derrière son fauteuil, tapait sur le dossier comme si c'était une blague, ou cognaient les repose-pieds avec leurs chaussures pour que tout le châssis sursaute. Une fois, Tristan a fait semblant de trébucher et a envoyé son sac à dos glisser sur le sol, puis a fait tout un cinéma en riant quand elle a dû demander à quelqu'un d'autre de le ramasser. Personne n'a aidé. Personne n'a même demandé si elle allait bien. Elle avait appris à ne pas pleurer au lycée, du moins pas là où ils pouvaient la voir, mais la honte s'installait dans sa poitrine comme une pierre. Zara sentait que quelque chose n'allait pas, même si Amina ne disait rien. Les yeux de sa sœur aînée s'attardaient plus longtemps à la porte de la cafétéria, cherchant le moindre signe de tension. Elle observait qui se tenait près du casier d'Amina. Elle remarquait comment sa sœur serrait plus fort ses bras autour d'elle et comment ses réponses devenaient plus courtes, avec de moins en moins de la chaleur qu'elle avait autrefois. Mais Zahra n'insistait pas. Pas encore. Elle laissait de l'espace à Amina, supposant qu'elle parlerait quand elle serait prête. Puis vint l'assemblée. C'était l'un de ces événements obligatoires où tout le lycée s'entassait dans le gymnase, des rangées de chaises pliantes alignées sur le parquet lustré, l'odeur de sueur et de poussière s'accrochant à l'air, peu importe la propreté des lieux. Amina n'aimait pas les assemblées. Elle lui donnait une chance de se fondre dans la masse, de s'asseoir tranquillement sans être remarquée. Mais celle-ci avait un ton différent. C'était la journée de la citoyenneté, un fier déploiement annuel où des anciens combattants parlaient, des drapeaux étaient agités et les élèves se tenaient debout, la main sur le cœur, pendant que l'hymne national résonnait dans les haut-parleurs. Zahra lui avait trouvé une place près de l'avant, avant de partir rejoindre la section de sa propre classe. Amina était assise en silence, son fauteuil verrouillé, les mains posées sur ses genoux. Elle regarda le micro bourdonné de parasites, tandis qu'un proviseur adjoint présentait l'invité d'honneur, puis hocha la tête, tandis que le gymnase se calmait et que les premières notes de l'hymne commençaient. Les gens se levèrent autour d'elle comme une marée montante. Elle resta assise. Ce n'était pas qu'elle voulait dire quelque chose par là. Elle ne pouvait pas se lever. Mais à ce moment-là, tout ce qui comptait, c'était à quel point c'était évident. Sa tête s'inclina, les yeux fixés sur ses chaussures, alors qu'elle essayait de disparaître dans son siège. Mais il était trop tard. Elle avait déjà été vue. La voix de Benoît trancha le silence comme une rayure sur du verre. « Oh, aucun respect pour le drapeau ?» dit-il, assez fort pour que les têtes se tournent. « Allez, tu pourrais au moins essayer de te lever ?»
Des rires se faufilèrent autour des dernières notes de l'hymne. Quelques garçons près du fond ricanèrent. Un professeur fronça les sourcils, mais ne fit rien. La musique continuait de jouer. Le drapeau continuait de flotter. Amina resta figée. Kevin renchérit. Peut-être qu'elle ne croit juste pas en la France, ou peut-être qu'elle est juste fainéante. Plus de rire, plus fort maintenant. Benoît mit ses mains en porte-voix comme s'il menait un chant. Debout, debout, debout. Et à chaque mot, son visage brûlait plus fort, sa poitrine se serrait plus fort, jusqu'à ce que les larmes montent et qu'il n'y ait rien qu'elle puisse faire pour les arrêter. Elle se mordit la lèvre, serra les poings sur ses genoux et garda la tête baissée, espérant que personne ne remarquerait. Mais il remarquait toujours. Quelqu'un prit une photo. Quelqu'un d'autre murmura quelque chose de cruel derrière son dos. L'hymne se termina, et alors que tout le monde s'asseyait, le bruit de ses sanglots silencieux était juste assez fort pour être entendu. Elle ne se souvint pas de grand-chose de ce que l'orateur dit après ça. Elle ne leva pas les yeux. Elle ne bougea pas. Elle attendit juste que l'assemblée se termine, que les chaises raclent sur le sol, que Zahra revienne. Et quand elle le fit, Zahra jeta un coup d'œil aux yeux rouges et aux épaules tremblantes d'Amina et ne demanda pas ce qui s'était passé. Elle s'agenouilla simplement à côté du fauteuil roulant et lui tint la main pendant tout le trajet de retour en classe. Mais sa mâchoire était serrée tout le long. Et derrière ses yeux, quelque chose de tranchant avait commencé à prendre forme. Zahra ne lâcha pas la main d'Amina le reste de la journée, pas même quand elle la déposa à son dernier cours. Elle se tenait juste devant la porte, les bras croisés, la mâchoire crispée, ses yeux scannant chaque élève qui passait comme si elle mémorisait les visages. Quand la dernière cloche sonna, elle raccompagna sa sœur en fauteuil jusqu'à la voiture elle-même, sautant l'entraînement et ignorant les SMS avec des réponses d'un seul mot. Le silence entre elles pendant le trajet de retour n'était pas lourd, il était chargé. Amina regardait par la fenêtre, ses doigts crispés autour de la sangle de son sac à dos, observant les maisons devenir floues le long d'une route tranquille. Le soleil était déjà bas, projetant de longues ombres sur le tableau de bord. Zahra n'avait pas allumé la radio. Elle ne demanda pas comment le reste de la journée s'était passé. Elle conduisait simplement, une main sur le volant, l'autre tapotant lentement contre sa cuisse. Quand elles arrivèrent dans l'allée, Zahra n'entra pas. Elle ouvrit le coffre, attrapa la rampe à l'arrière et la déplia soigneusement. Amina attendit qu'elle soit en place avant de se laisser rouler vers le bas, sans dire un mot. Elle essaya de se diriger vers les marches de l'entrée, mais Zahra se mit devant elle. « C'était qui ?» demanda-t-elle, sa voix calme, trop calme. Le genre de calme qui ressemblait au bord d'une tempête. Amina ne répondit pas. Elle ne leva pas les yeux non plus. Zahra s'accroupit à côté du fauteuil, bloquant son chemin, son expression illisible, mais ses yeux fixés. « Tu pleures devant tout un gymnase, et tu t'attends à ce que je ne demande rien ?» Amina secoua lentement la tête. Ce n'était rien. Zahra ne bougea pas. « Ne fais pas ça. J'ai dit que ça va, » marmonna Amina, mais les mots n'avaient aucune force derrière eux. Zahra se pencha plus près. « Tu crois que je n'ai pas vu ton visage après cette assemblée? Tu crois que je ne les ai pas entendus rire ?» Amina tressaillit. « Ça n'a pas d'importance. »« Si, ça en a, » dit Zahra, sa voix se resserrant. « Ça importe si quelqu'un te fait du mal. Ça importe si tu te promènes en gardant tout pour toi pendant qu'ils font comme si de rien n'était. » Amina détourna le regard. Ses doigts tremblaient maintenant. « Tu ne peux pas tout réparer. »« Je sais, » répondit Zahra. « Mais je peux réparer ça. Si tu me dis juste qui… » « Non, » coupa Amina, plus sèchement qu'elle ne le voulait. « Parce que si je te le dis, tu vas péter les plombs. Tu vas avoir des ennuis, et alors je serai seule. » Les mots sortirent vite, et une fois qu'ils furent sortis, elle détesta à quel point il la faisait paraître petite. Mais c'était vrai. La peur d'être sans sa sœur,
d'être assise seule dans ce bâtiment pendant que ces mêmes garçons riaient derrière son dos et poussaient son fauteuil pour s'amuser. C'était plus lourd que tout ce qu'elle portait d'autre. Zara avait toujours été le bouclier. Sans elle, il n'y avait pas de protection. Il y avait juste elle, et le silence, et le fauteuil. Zara ne répondit pas tout de suite. Elle se releva lentement, la mâchoire serrée, les bras croisés sur sa poitrine alors qu'elle regardait sa sœur. La frustration sur son visage n'était pas dirigée contre Amina. Elle était dirigée ailleurs, entièrement. Quelque part loin, mais se rapprochant chaque jour. « Je ne vais nulle part », dit-elle doucement. Non pas comme une promesse, mais comme une déclaration gravée dans la pierre. « Mais tu ne peux pas garder ça pour toi. Ce n'est pas sûr. » Amina hocha la tête, mais ce n'était pas un accord. C'était juste un moyen de mettre fin à la conversation. Zara s'écarta et la laissa passer. Elle regarda Amina lutter avec la porte d'entrée, la rampe juste un peu trop raide, les roues glissant une fois avant qu'elle ne se rattrape. Zara n'aida pas cette fois. Elle resta là à regarder, le cœur serré, ses poings légèrement crispés à ses côtés. Elle savait que sa sœur cachait quelque chose, et quoi que ce fût, ça empirait. Cette nuit-là, Amina ne mangea pas beaucoup. Elle picora son dîner et en laissa la moitié dans son assiette. Zara resta éveillée tard, assise dans sa chambre avec les lumières éteintes, son téléphone face contre terre sur le lit, fixant le vide. Elle n'était pas en colère contre Amina. Elle était en colère contre ce que le monde lui avait fait, contre la rapidité avec laquelle les gens avaient changé quand sa sœur avait cessé de marcher, contre la facilité avec laquelle la cruauté pouvait se glisser dans les fissures et s'y cacher, juste hors de portée. Mais Zara n'allait pas la laisser se cacher beaucoup plus longtemps. Qu'Amina le lui dise ou non, elle allait découvrir. Le ciel était couvert, l'air chargé de ce genre de froid qui s'accrochait à la peau longtemps après que le vent fut passé, et Amina se dirigea vers l'entrée latérale, près du gymnase, pendant que la plupart des élèves entraient par l'avant. C'était une habitude maintenant. Éviter les plus grandes foules, les coups d'épaule, les regards de pitié gênants. La porte latérale était plus calme, moins de chances de croiser quelqu'un qui rendrait sa journée pire. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle arriva à son casier, tournant la molette soigneusement, ses doigts raides à cause du froid. Le couloir était encore à moitié vide, rempli de l'écho sourd des chaussures et des murmures qui rebondissaient sur les murs. Elle pensait passer ce matin sans incident. Zara était déjà à l'intérieur, s'occupant de quelque chose pour le conseil des élèves, mais elle devait la retrouver avant la 2e heure. Amina s'était dit qu'elle irait bien. C'était juste 1 heure, un couloir, un matin. Elle ne les entendit pas arriver. Le premier signe fut le bruit des rires, bas d'abord, puis montant comme une vague, juste avant qu'elle ne se brise. Elle n'eut même pas le temps de réagir avant que la main de Benoît ne claque le dossier de son fauteuil. « Tiens, la voilà, capitaine assise », dit-il avec un sourire narquois en se penchant par-dessus son épaule. Amina se raidit. Sa main se figea sur la serrure. Elle garda les yeux baissés, espérant que s'il ne s'engageait pas, ils partiraient. Mais ils ne partirent pas. Kevin se mit devant elle, marchant à reculons alors qu'elle avançait. « Où est ton pins du drapeau, hein? Je pensais que tu viendrais avec une pancarte de protestation aujourd'hui, » dit-il, affichant un large sourire moqueur. Ou peut-être un autocollant pour fauteuil roulant qui dit « À bas la France !» Tristan rit derrière. « Non, elle est trop fainéante pour en imprimer un. Et puis, elle devrait se lever pour ça. » Plus de rire. Amina essaya d'éviter Kevin en faisant un écart, mais il se décala à nouveau sur le côté, la bloquant. Benoît s'approcha d'elle et attrapa la roue droite. « Allez, on s'amuse juste !» dit-il, sa prise se resserrant. « Ce truc est fait comme un caddie. Je parie que je pourrais faire une roue arrière. » La poitrine d'Amina se serra. « Ne fais pas ça, » dit-elle, sa voix douce mais vive. « Oh, tu entends ça ?» dit Tristan. « Elle a une voix. Je croyais que tu l'avais laissée à l'hôpital. » Avant qu'elle ne puisse réagir, Benoît déverrouilla le frein. Et puis, sans prévenir,
Ils soulevèrent. Son monde bascula sur le côté, alors que le fauteuil sursauta sous elle, l'un d'eux attrapant les poignets par derrière, l'autre tirant sur le cadre. Son corps glissa légèrement, déséquilibré. Elle serra les accoudoirs forts, essayant de rester stable, mais son centre de gravité était décalé. Elle ne pouvait pas les combattre, pas comme ça. Il ne riait plus. Il faisait un spectacle maintenant. Kevin arracha complètement le fauteuil de sous elle. Ses jambes cédèrent instantanément, molles et inertes, son corps heurtant durement le sol. Le carrelage était froid. Ses paumes s'éraflèrent, alors qu'elle essayait de se rattraper. L'impact ne fut pas fort, mais il résonna dans sa poitrine comme le tonnerre. Elle haleta, le visage brûlant, la douleur et la honte se tordant ensemble à l'intérieur d'elle, alors que les garçons applaudissaient. Benoît sauta dans le fauteuil roulant et le fit tourner en un cercle paresseux, faisant des bruits de voiture avec sa bouche. « Vroom, vroom! Poussez-vous, l'infirme arrive. » Kevin s'appuya contre les casiers, filmant avec son téléphone. « Yo, c'est de l'or. Amina, tu veux récupérer ta place? Dis, s'il te plaît. » Elle leva les yeux, ses bras tremblants sous elle, ses genoux inutiles sur le carrelage froid. « Rends-le-moi, » dit-elle, mais sa voix sortit cassée, mince, comme de l'air sans force derrière. Tristan poussa le fauteuil avec son pied. Elle ne sait même pas ramper correctement. On devrait peut-être faire la course avec elle dans le couloir. Il continuait de rire. Des gens commencèrent à s'attrouper. Quelques-uns regardaient, incertains si c'était une blague ou quelque chose de pire. La plupart se détournèrent et marchèrent plus vite. Le cœur d'Amina s'emballa. Sa vision se brouilla. Elle voulait crier, attraper le fauteuil, courir. Mais elle ne pouvait rien faire de tout ça. Elle n'était pas rapide. Elle n'était pas forte. Et à ce moment-là, par terre, avec ses coudes brûlants et son estomac noué par la panique, elle n'était même pas vue. Elle était juste quelque chose à pointer du doigt. Benoît se pencha en arrière dans le fauteuil, le faisant tourner à nouveau. « Je dois admettre, » dit-il en riant, « c'est plutôt amusant d'être toi. » Et c'est là que le bruit cessa. Non pas parce qu'ils avaient fini, mais parce que quelqu'un d'autre était arrivé. Des pas résonnèrent du bout du couloir, lourds et rapides, tranchant la scène comme une lame. Les élèves qui s'étaient arrêtés pour regarder commencèrent à reculer, leur rire mourant rapidement. Le fauteuil grinça jusqu'à s'arrêter, alors que Benoît se tournait vers le son. Et elle était là. Zara. Elle ne courait pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle marcha dans le couloir comme si la gravité ne s'appliquait pas à elle, les yeux fixés sur Amina, puis se déplaçant vers le fauteuil, puis, finalement, vers les trois garçons figés sur place. Son visage ne disait rien, mais ses yeux disaient tout. Et pour la première fois ce matin-là, Amina respira. Zara ne ralentit pas son pas en approchant. Ses pas résonnaient dans le couloir comme un avertissement, chacun plus lourd que le précédent. Les rires s'étaient déjà tus, mais le silence qu'ils laissèrent derrière eux était plus fort, plus tranchant, rempli d'une tension qui s'enroulait autour de chaque élève, observant depuis les coins du couloir. Elle passa devant eux comme s'ils n'étaient même pas là. Sa concentration était verrouillée droit devant. Amina était par terre, ses bras tremblants alors qu'elle essayait de se soulever. Et le fauteuil, son fauteuil, tournait en cercle paresseux sous Benoît, qui était penché en arrière comme s'il était encore le roi de quelque chose. Kevin se tenait avec son téléphone à moitié levé, ne filmant plus mais le tenant toujours comme s'il ne savait pas quoi faire d'autre de ses mains. Tristan s'appuyait sur un casier, son sourire narquois commençant à peine à se fissurer. Zara n'avait pas l'air confuse. Elle n'avait pas l'air paniquée. Elle avait l'air calme. Trop calme. Benoît ricana nerveusement quand elle les atteignit, essayant de sortir du fauteuil avec un faible sourire. « Hé, calme-toi. C'est juste une blague. On déconnait juste. » Zara ne sia pas. Sort de son fauteuil. Benoît hésita, sa voix essayant de paraître désinvolte, mais sa bravade s'amenuisait déjà. Elle allait bien, d'accord? On ne lui a pas fait mal ou quoi que ce soit. On allait lui rendre.
J'ai dit, répéta Zara, sa voix basse et égale. Sors de son fauteuil. Kevin s'avança, essayant de remplir l'espace avec du bruit. Personne ne l'a touché. On ne l'a même pas poussé si fort. Zara tourna brusquement ses yeux vers lui. Vous l'avez fait tomber par terre et vous avez ri. Tristan ricana. Elle ne sent rien de toute façon, non? Ça suffit. La main de Zara bougea avant que quiconque ne puisse parler. Elle attrapa Benoît par le devant de sa veste et l'arracha du fauteuil roulant si vite que ses jambes s'en mêlèrent sous lui. Il trébucha, et avant qu'il ne puisse retrouver son équilibre, elle le projeta en arrière contre les casiers avec un fracas métallique qui fit tourner les têtes dans tout le couloir. Il haleta, mais elle ne le lâcha pas. Elle lui planta son genou dans l'estomac une fois, durement, et alors qu'il se pliait en deux, toussant, elle le laissa tomber au sol. Kevin se jeta sur elle, mais elle se tourna par instinct, attrapant son poignet en plein élan et le tordant derrière son dos si brusquement qu'il hurla. « Tu la touches encore » siffla-t-elle, « et je te casserai quelque chose que tu sens. » Il se débattit, essayant de frapper avec sa main libre, mais elle esquiva le coup sauvage et lui faucha les jambes. Il heurta le sol durement, sa tête claquant contre le carrelage avec un bruit sourd. Il gémit, se tenant l'épaule, mais elle se tournait déjà. Tristan chargea sur elle depuis le côté, hurlant, essayant de l'attraper dans un plaquage complet. Zara recula à peine à temps. Son élan les fit trébucher tous les deux. Ils s'écrasèrent contre une rangée de casiers, le son retentissant comme le tonnerre. Elle se tordit, essayant de se libérer, mais il avait maintenant une prise sur son sweat à capuche, la traînant sur le côté. « Tu te crois forte » aboya-t-il. « Tu crois que tu peux venir ici et… » Elle lui planta son coude dans les côtes une fois, puis une autre. Et quand ses bras se desserrèrent, elle pivota, attrapant le devant de son t-shirt et le projetant à travers le couloir. Il heurta le sol durement, roulant une fois, avant de s'écraser contre la base d'une vitrine à trophées. Le verre se fissura. La photo d'une pom-pom girl à l'intérieur du cadre trembla et se détacha. À ce moment-là, les élèves s'étaient beaucoup éloignés, mais personne n'était parti. Aucun professeur n'était arrivé. Les téléphones étaient de nouveau sortis, non pas pour arrêter la bagarre, mais pour capturer chaque seconde. Ce n'était plus juste une bagarre, c'était quelque chose d'autre entièrement. Quelque chose qui couvait depuis des jours, des semaines, peut-être même plus longtemps. La poitrine de Zara se soulevait et s'abaissait rapidement, ses poings toujours serrés alors qu'elle évaluait la scène. Kevin haletant par terre, se tenant le poignet. Tristan gémissant près du verre brisé. Benoît rampant vers un sac à dos, crachant des jurons sous son souffle. « Tu vas regretter ça », grogna-t-il. « Tu crois que, parce que tu sais donner un coup de poing ?» Zara marcha lentement vers lui. « Je ne donne pas de coup de poing, » dit-elle platement. « Je livre les conséquences. » Il se jeta depuis le sol, essayant de la surprendre avec un plaquage aveugle, mais elle l'esquiva d'un pas de côté, attrapant son bras en plein mouvement et le tordant en plein air. Il s'écrasa sur le côté avec un hurlement de douleur. Elle ne s'arrêta pas. Elle attrapa l'arrière de sa veste et le traîna sur quelques mètres comme s'il ne pesait rien, le jetant violemment contre les casiers à nouveau. « Ça, c'est pour l'avoir poussé », dit-elle, alors qu'il glissait le long du métal. Elle lui donna un coup de pied dans les côtes. « Ça, c'est pour avoir ri. » Un autre coup de pied. « Ça, c'est pour l'avoir filmé. » Il essaya de parler, mais rien ne sortit. Elle se tourna, s'avançant vers Kevin, qui se relevait en titubant maintenant avec un regard brisé dans les yeux. « Tu veux finir ça ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. Trop tard. Elle l'attrapa et le projeta contre le casier à côté de Benoît, puis lui donna un coup de genou une fois, recula et lui asséna un crochet du droit net qui l'envoya s'affaisser. Elle ne cria pas. Elle ne jura pas. Son silence était pire. Ses yeux restaient froids. Mais même elle ne vit pas Tristan arriver derrière elle. Et la bagarre n'était pas finie. Tristan se releva derrière elle avec du sang sur la lèvre et de la fureur dans les yeux. Il ne chargea pas cette fois,
Il bondit, enlaçant la taille de Zara avec ses deux bras et la tirant violemment en arrière de toutes ses forces. Elle perdit pied, s'écrasant au sol avec lui sur elle, son coude heurtant le côté de sa tête dans la chute. Pendant une seconde, tout bascula de côté. Bruit, couleur, mouvement se brouillant autour d'elle. Il essaya de lui immobiliser les bras, grognant à travers des dents serrées, crachant des jurons comme s'ils étaient du feu grégeois. « Tu te prends pour une sorte d'héroïne » cracha-t-il. « T'es juste une autre racaille. »« Juste une autre » Zara se tordit sous lui, forçant son genou entre eux, serrant les dents sous la pression jusqu'à ce qu'elle trouve son angle. Elle poussa vers le haut, grognant avec l'effort, puis roula, inversant leur position avec une force brute. Son coude s'abattit une fois sur sa mâchoire, durement, puis encore une fois, faisant basculer sa tête sur le côté. Elle attrapa sa chemise et lui cogna l'arrière de la tête contre le sol. Une fois, puis 2 fois. L'impact résonna, et pendant un moment, tout le reste sembla s'arrêter. Du sang coulait de sa bouche maintenant, sombre et rapide, et quand elle se releva, il ne suivit pas. Kevin rampa vers une sortie du couloir, se traînant sur le carrelage avec un bras, le visage hébété, sa respiration peu profonde. Benoît essaya d'attraper un balai métallique dans le seau du concierge que quelqu'un avait laissé près des casiers, mais ses mains tremblèrent trop fort. Il le balança une fois, aveuglément, et le bout du manche effleura l'épaule de Zara. Elle ne tressaillit pas. Elle se tourna. Et Benoît se figea, toujours accroupi, tenant le balai comme s'il allait le sauver. Zara s'avança et le lui arracha des mains si vite qu'il retomba sur le sol avant même qu'il n'ait cligné des yeux. Elle l'attrapa par le col et le souleva à moitié du sol. « Tu as humilié ma sœur, » dit-elle, sa voix basse et tranchante. « Tu l'as sortie de son fauteuil. Tu as ri. Tu as filmé. Tu l'as laissée par terre pendant que tu jouais avec la seule chose qui lui donne sa liberté. Tu crois que je suis folle ?» Il hocha la tête rapidement, les yeux écarquillés, les larmes montant maintenant. « Tu as raison. » Elle le frappa. Pas sauvagement, pas déséquilibré, juste un coup net au visage qui fit basculer sa tête en arrière et le laissa mou dans sa prise. Elle lâcha prise, et il tomba au sol comme un manteau qu'on laisse tomber. À ce moment-là, le couloir ressemblait à quelque chose sorti d'une émeute. Casier cabossé, sac à dos éparpillé, sang maculé sur le sol, élèves formant toujours un cercle sur les bords, téléphone toujours levé, bouche couverte d'incrédulité. Quelques-uns s'étaient retirés derrière les coins, chuchotant à d'autres dans les couloirs communicants. Certains se tenaient figés, les mains sur la bouche. Mais aucun d'eux ne dit un mot. Et toujours, pas un seul adulte n'était arrivé. Zara se tourna lentement, prenant une longue inspiration. Ses bras étaient éraflés, son sweat à capuche déchiré à l'épaule, un filet de sang près de sa tempe, là où Tristan l'avait frappé. Elle grimaça en roulant son cou, ses côtes lui faisant mal à cause de la chute, mais elle resta droite. Ses yeux balayèrent le couloir une fois de plus, comme si elle défiait quiconque de parler. Personne ne le fit. Puis, elle alla vers sa sœur. Amina était toujours à moitié assise, à moitié affaissée contre les casiers. Elle n'avait pas repleuré, pas encore, mais son corps tremblait, ses yeux fixés sur les décombres autour d'elle. Elle avait tout regardé, chaque coup, chaque chute, chaque mot. Zara s'accroupit à côté d'elle, sa voix douce pour la première fois. « Viens là ». Amina ne parla pas, mais elle se pencha vers elle. Les mains de Zara furent prudentes alors qu'elle glissait ses bras sous le dos et les jambes de sa sœur, la soulevant lentement du carrelage froid, la tenant comme quelque chose de précieux qui avait été lâché une fois de trop. Elle contourna le verre brisé, les garçons tombés, les regards. Le fauteuil était renversé près de la vitrine à trophées, une roue tournant paresseusement. Zara déposa Amina soigneusement, ajustant les repose-pieds, vérifiant ses manches, repoussant ses cheveux en arrière, comme elle le faisait quand elles étaient petites. Elle ne demanda pas si elle allait bien. Elle savait qu'elle n'allait pas bien.
Mais elle était en sécurité maintenant. C'était plus important. Le premier adulte apparut enfin au bout du couloir, en courant. Zara ne leva pas les yeux. Elle plaça une main sur le dossier du fauteuil et commença à pousser. Ses phalanges étaient meurtries, ses vêtements déchirés, son souffle toujours rapide. Mais sa prise sur ce fauteuil, stable et inébranlable. Zara ne dit rien en poussant sa sœur dans le couloir. L'épave de la bagarre s'étendait derrière elle, corps gémissant, casier cabossé, sang séchant sur le carrelage. Mais elle ne regarda pas en arrière. Elle ne vérifia pas qui regardait, filmait ou chuchotait derrière leurs mains. Tout ce qui importait, c'était le poids dans le fauteuil et le silence qui s'y accrochait. Amina n'avait pas parlé depuis que le dernier coup avait atterri. Ses mains étaient crispées sur ses genoux, les jointures blanches, les yeux flous, les épaules tremblant d'une manière qui disait à Zara que l'adrénaline était encore en train de s'estomper, que sa sœur retenait quelque chose qu'elle ne pourrait pas garder enfoui longtemps. Zara ralentit près du bout du couloir et se pencha légèrement au-dessus d'elle, s'accroupissant à nouveau à côté d'elle, même si chaque ecchymose et chaque muscle hurlait de ne pas le faire. Elle posa doucement une main sur le poignet d'Amina. « Et, murmura-t-elle, c'est fini. Je suis là. » Et c'est là que le mur se fissura. Les épaules d'Amina tressaillirent une fois, un souffle sec s'échappant de sa poitrine alors que la digue cédait. Ses lèvres se retroussèrent vers l'intérieur alors qu'elle essayait de l'arrêter. Mais les larmes vinrent trop vite, trop abondantes. Elle se tourna dans les bras de sa sœur et enfouit son visage contre l'épaule de Zara, agrippant le devant de son sweat à capuche comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer complètement. Zara la serra dans ses bras. La serra comme elle l'avait fait dans la chambre d'hôpital cette première nuit après l'accident, quand Amina s'était réveillée en hurlant, terrifiée par l'immobilité de ses jambes. La serra comme elle l'avait fait dans le couloir devant les toilettes, quand un professeur lui avait aboyé dessus pour être en retard, sans même remarquer qu'elle ne pouvait pas ouvrir la porte de la cabine. La serra comme si elle essayait de la protéger d'un monde qui oubliait sans cesse comment la traiter comme une personne. Les larmes trempèrent la manche de Zara, chaudes et vives. Tout le corps d'Amina tremblait, et le son de ses pleurs n'était pas fort, mais il portait, profond et brisé, comme si quelque chose d'ancien se déchirait. « J'ai essayé », murmura Amina entre deux sanglots. « J'ai vraiment essayé de l'ignorer. Je pensais que je pouvais juste attendre que ça passe. » Zara ne dit pas. Je sais, elle ne dit pas. Ce n'est pas grave. Elle la serra juste plus fort, son menton reposant sur le sommet de la tête d'Amina, sa main frottant lentement des cercles sur son dos. « Tu n'as plus besoin d'attendre, » dit-elle doucement. « Ils ne te toucheront plus. » Amina sanglota plus fort, et Zara resta là, meurtrie et saignant et calme maintenant, parce que la seule chose qui importait était la fille dans ses bras. Des pas vinrent de derrière elle, réguliers et délibérés, plus d'une paire, pas pressés mais pas désinvoltes non plus. Zara tourna légèrement la tête, protégeant toujours Amina avec son corps, alors que deux agents de sécurité du campus s'approchaient depuis le couloir principal. L'un d'eux tenait une radio à la main, l'autre attrapant déjà le talkie-walkie accroché à sa poitrine. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres, laissant de l'espace aux sœurs, mais leur posture ne laissait aucun doute sur la raison de leur présence. « Zahra Traoré » dit l'un d'eux. Zahra ne bougea pas. L'agent s'éclaircit la gorge. « Nous avons besoin que vous veniez toutes les deux avec nous. Le proviseur veut vous parler immédiatement. » Amina se tendit à nouveau. Ses bras se resserrèrent autour de la taille de sa sœur. Zahra leva lentement les yeux, croisant le regard de l'homme en face d'elle. Sa voix n'avait pas été agressive, mais elle n'avait pas non plus montré de compréhension. Juste la procédure, juste le protocole. Zahra se leva sans un mot, ajustant sa prise sur le fauteuil roulant. Son expression ne changea pas. Elle ne discuta pas. Elle ne demanda pas pourquoi. Elle hocha juste la tête une fois, puis baissa les yeux vers Amina et murmura « On y va ensemble ». Et sur ce, elle tourna le fauteuil
et suivit les agents dans le couloir. Où que cela mène, elles y feraient face, côte à côte. Le bureau principal était trop propre. C'est la première chose qu'Amina remarqua en y entrant. Le sol brillait sous les néons, les murs tapissés d'affiches plastifiées sur la fierté de l'école et les politiques de tolérance zéro, comme si quoi que ce soit de tout cela l'avait jamais protégée de ce qui s'était passé quelques minutes auparavant. Le silence à l'intérieur semblait plus froid que celui du couloir d'où elle venait, et d'une certaine manière plus lourd aussi, comme si ce qui allait être dit avait déjà été décidé bien avant qu'elle ne franchisse la porte. Zahra ne parla pas. Sa respiration s'était ralentie, mais ses mains tressautaient encore de temps en temps, comme si son corps n'était pas tout à fait redescendu de tout ce qu'il venait de faire. Les gardes de sécurité ne dirent pas un mot non plus. Ils les conduisirent à travers le bureau d'accueil, passant devant les regards curieux du personnel, jusqu'à une porte en verre dépolie près du fond. L'un d'eux frappa 2 fois, puis l'ouvrit. « Entrez !» Zahra poussa Amina dans la pièce. Le proviseur Langston était assis derrière le bureau, flanqué du proviseur adjoint Meyer, dont les lunettes étaient de travers sur l'arête de son nez et dont l'expression était illisible. Les 2 hommes avaient l'air sérieux, pas secoués, pas surpris, juste posés, comme si cette conversation était une formalité. Zahra se tenait droite, les mains le long du corps, le regard droit. Amina était assise tranquillement à côté d'elle, essayant de disparaître dans le coussin de son fauteuil. Langston ajusta un dossier sur son bureau. « Zahra Traoré, dit-il. Comprenez-vous pourquoi vous êtes ici ?» La réponse de Zahra fut plate. « Parce que j'ai empêché 3 garçons d'attaquer ma sœur. » Langston hocha lentement la tête, comme s'il pesait ses prochains mots. « Nous avons examiné les enregistrements vidéo des élèves et recueilli les déclarations du personnel et des élèves impliqués. Je ne nierai pas que ce qui est arrivé à Amina est grave. Cependant, Meyer intervint. Cependant, votre réponse a été violente, prolongée. Plusieurs élèves ont déjà quitté le campus avec des blessures nécessitant des soins médicaux. L'un pourrait avoir une côte cassée. 2 autres ont une commotion cérébrale. Zahra ne sia pas. Ils ont de la chance que ce soit tout. Langston se pencha légèrement en avant, les coudes sur le bureau. C'est exactement le problème. Nous ne pouvons pas avoir d'élèves qui prennent les choses en main, quelle que soit la raison. Ils l'ont sorti de son fauteuil, dit Zahra, sa voix s'élevant légèrement. Ils l'ont laissé par terre comme un déchet. Et c'est moi le problème ? Il y a une limite, répondit fermement Meyer, et vous l'avez franchie. Les mains de Zahra se crispèrent en poing. Parce que j'ai fait quelque chose que vous n'auriez pas fait. Langston lui lança un long regard mesuré, puis jeta un coup d'œil au dossier à nouveau. Nous avons pris notre décision. Avec effet immédiat, vous êtes exclus de ce lycée. Les mots tombèrent comme un poids dans la pièce. Amina se tourna, les yeux écarquillés, la bouche s'ouvrant comme si elle allait protester. Mais aucun son ne sortit. Elle regarda Zahra, attendant qu'elle réponde, qu'elle argumente, qu'elle résiste. Et Zahra le fit. Elle s'avança, la voix tendue de fureur. « Vous êtes sérieux ? Vous me virez pendant que ces 3-là rentrent chez eux en boitant, racontent leur version des faits et reviennent demain comme si de rien n'était ? » « Ils sont sanctionnés, » répondit sèchement Langston, « en attente d'un examen plus approfondi. Mais nous ne pouvons ignorer les dégâts causés. Vous avez utilisé une force excessive. »« Parce que vous n'avez jamais levé le petit doigt pour les arrêter, » répliqua Zahra. « Vous avez ignoré les avertissements. Vous avez ignoré ses plaintes. Vous l'avez ignoré. Alors j'ai arrêté d'attendre. Il ne s'agit plus de votre sœur, » dit vivement Meyer. « Il s'agit de vous. » Zahra eut un rire amer, reculant, secouant la tête. « Non, il s'est toujours agi d'elle. Vous ne voulez juste pas admettre à quelle vitesse vous avez détourné le regard. » Langston se leva. « Vous quitterez l'enceinte du lycée immédiatement. Vos parents ont été prévenus. La sécurité vous escortera à la sortie. » La voix d'Amina finit par percer la tension. « Non. Attendez !» Zahra se tourna vers elle. Pendant un moment,
La colère disparut de son visage, remplacée par autre chose, quelque chose de vide. « Ça ira », dit-elle doucement, s'accroupissant à nouveau pour rencontrer les yeux de sa sœur. « Mais tu dois garder la tête haute maintenant. » La poitrine d'Amina était serrée, sa respiration se bloquant. « Je ne veux pas que tu partes. »« Je sais, » murmura Zara, sa voix se brisant légèrement. « Mais ils ont peur de la force. C'est pourquoi ils font ça. Assure-toi juste qu'ils continuent d'avoir peur de la tienne. » L'un des gardes de sécurité entra dans la pièce. « Il est temps d'y aller. » Zara se leva lentement. Elle regarda une dernière fois les deux hommes derrière le bureau, qui avaient tous deux reporté leur attention sur leurs papiers, comme si ce qui venait de se passer ne nécessitait pas de discussion supplémentaire. Puis elle sortit. Et à chaque pas qu'elle faisait, Amina sentait la peur s'enfoncer plus profondément, parce que la seule personne qui avait toujours été là, qui s'était toujours interposée entre elle et le pire que le monde pouvait offrir, était partie maintenant. Et le lycée n'avait pas changé. Seul le couloir l'avait fait. La maison était silencieuse quand elles rentrèrent. Trop silencieuse. Leur mère n'était pas encore rentrée du travail, et le bruit de fond habituel, la télévision qui bourdonnait doucement dans le salon, le léger cliquetis de la vaisselle, le son de quelqu'un se déplaçant d'une pièce à l'autre, manquait. Seul le tic-tac lointain de l'horloge du couloir remplissait le silence, tandis que Zahra aidait Amina à monter la rampe et à franchir la porte d'entrée, en faisant attention de ne pas trop secouer le fauteuil. Amina ne dit pas grand-chose, et Zahra ne la poussa pas à le faire. Elle roula simplement sa sœur jusqu'au milieu du salon et s'accroupit devant elle, posant ses bras sur les genoux d'Amina, respirant lentement, ses yeux cherchant quelque chose de solide à quoi se raccrocher sur le visage de sa sœur. Amina détourna le regard. Zahra suivit son regard. Elles restèrent assises là, un moment comme ça, le soleil de l'après-midi se déversant sur le tapis, attrapant les grains de poussière qui flottaient paresseusement dans l'air. Dehors, le chien de quelqu'un aboya. Une portière de voiture claqua dans la rue. Le monde continuait de bouger. Mais à l'intérieur, tout semblait encore immobile. Zahra rompit finalement le silence. Sa voix était douce, mais pas fatiguée. « Je suis désolé. » Amina cligna des yeux. « Quoi ? J'avais promis de te protéger, » dit Zahra, la tête baissée. « Et maintenant, je n'ai pas le droit d'être à moins de 15 mètres de ton lycée. » Amina secoua la tête, sa gorge se serrant. « Tu n'as rien fait de mal. » Zahra releva à nouveau les yeux. « Vraiment ? J'ai tabassé 3 gamins, Amina. Je leur ai laissé des bleus, du sang et des raisons de raconter l'histoire comme ils veulent. Maintenant, c'est moi la violente, la colérique, celle dont ils diront qu'elle a pété les plombs. Et toi, tu es toujours coincé là-dedans avec eux. » Amina ne répondit pas tout de suite. Ses mains étaient jointes fermement sur ses genoux, ses épaules tendues. Elle paraissait si petite dans ce fauteuil parfois, pensa Zahra, non pas à cause de son corps, mais à cause de tout ce qu'elle avait été forcée de porter seule. Des choses que personne de son âge ne devrait avoir à porter. « J'ai peur », murmura Amina. Zahra ne dit rien. « J'ai peur qu'ils reviennent s'en prendre à moi », continua-t-elle. « Peur de ne pas pouvoir les arrêter, qu'ils trouvent un moyen de me faire encore plus mal. Et maintenant, tu n'es pas là. Personne n'est là. » Zahra se rapprocha, s'asseyant en tailleur sur le tapis, les genoux touchant les repose-pieds. « Ce n'est pas vrai. »« Ils ne t'ont pas cru, » dit Amina. « Tu as vu ce qui s'est passé. Ils ont fait comme si c'était toi le problème. Et s'ils ont pu te faire ça à toi, qu'est-ce que tu crois qu'ils me feront quand je retournerai là-bas ?» Zahra se pencha légèrement en arrière, expirant par le nez. « Ils peuvent mentir dans une réunion, » dit-elle. « Ils peuvent se cacher derrière des bureaux. Mais ils ne peuvent pas mentir au monde entier. » Amina la regarda, confuse. La voix de Zahra se raffermit. « La vidéo, celle que Kevin a prise, celle que le lycée a prétendu ne pas avoir. Ils l'ont supprimée de son téléphone. Mais j'ai vu 3 autres gamins enregistrés. L'un d'eux a déjà posté un extrait, juste quelques secondes, mais ça te montre par terre. Ça les montre en train de faire tourner le fauteuil.
J'ai fait une capture d'écran avant qu'il ne soit retiré. Le front d'Amina se plissa. Tu penses que quelqu'un d'autre a tout? Je sais qu'ils l'ont, dit Zara. Et même s'ils ne l'ont pas, on en a déjà assez pour dire la vérité. Amina hésita. Et faire quoi? Le montrer à Langston? Il a déjà pris sa décision. Zara secoua la tête. Pas lui, tous les autres. Elle se leva, alla vers son sac près de la porte et sortit son téléphone. Puis elle le ramena et le plaça doucement dans les mains d'Amina. Tu vas la poster. Amina fixa l'écran. Moi? Ils s'attendent à ce que tu restes silencieuse, dit Zahra. Ils s'attendent à ce que tu pleures dans ton coin, que tu attendes de faibles excuses, peut-être que tu obtiennes un surveillant de couloir supplémentaire pendant une semaine. Mais si ça vient de toi, si les gens voient ton visage, entendent ta voix, ils ne pourront pas l'ignorer. Pas cette fois. La prise d'Amina se resserra autour du téléphone. Sa voix tremblait. Je ne sais pas si je peux. Et si ça ne faisait qu'empirer les choses? Zahra s'agenouilla à nouveau, la regardant droit dans les yeux. Alors on se battra plus fort. Elle sortit son propre téléphone et ouvrit un dossier. Photos, capture d'écran, la courte vidéo, ses notes sur les noms des garçons, un journal de chaque incident qu'Amina avait mentionné au cours du dernier mois, reconstitué dans une rage prudente et silencieuse. On postera l'extrait avec une légende, juste quelques lignes. Puis on taguera la chaîne d'info locale, le rectorat, la Fondation pour les droits des personnes handicapées, peut-être même le groupe communautaire de la ville. Les gens le verront. Et une fois qu'ils l'auront vu, ils commenceront à poser des questions auxquelles Langston ne veut pas répondre. Les yeux d'Amina étaient vitreux, mais sa voix ne trembla pas cette fois. Et ensuite, Zahra tendit la main et la posa sur celle d'Amina. Ensuite, on s'assurera que le monde entende ce qu'ils ont essayé d'enterrer. Et pour la première fois de la journée, Amina hocha la tête sans hésitation. Elles ne dormirent pas beaucoup cette nuit-là. Zahra était assise sur le bord de son lit avec son ordinateur portable ouvert, ses doigts tapant et retouchant le poste encore et encore, tandis qu'Amina était allongée sur le côté dans le fauteuil à côté d'elle. Une couverture enroulée autour de ses jambes, les yeux grands ouverts et le regard perdu, comme si elle fixait l'avenir qu'elle venait de mettre en mouvement. Elles choisirent la vidéo la plus nette qu'elles avaient. L'un des élèves qui avait filmé depuis l'autre bout du couloir l'avait envoyée anonymement, sans nom, sans commentaire, juste le fichier brut. Elle était plus longue que le premier extrait, tremblante, mais claire. On voyait tout le couloir. Amina par terre. Benoît faisant tourner le fauteuil. Kevin riant. Tristan s'éloignant comme si tout cela était inoffensif. Pas de manipulation audio. Pas de coupure. Juste la vérité, se déroulant en temps réel. Zahra ajouta des sous-titres et flouta la foule pour protéger les autres qui n'avaient pas dit un mot, mais pourraient maintenant prétendre qu'ils voulaient aider. La légende était courte. Quelques phrases, rien de dramatique. Voilà ce qu'ils ont fait à ma sœur. Elle est handicapée. Elle leur a demandé d'arrêter. Ils ne l'ont pas fait. J'ai été exclu pour l'avoir défendue. Ils sont toujours inscrits. S'il vous plaît, partagez ceci avant qu'ils ne le fassent à nouveau disparaître. Elles le postèrent aux premières heures du matin. Amina appuya elle-même sur le bouton d'envoi, son doigt planant une demi-seconde avant de toucher l'écran. Son visage était calme, pas engourdi mais concentré, comme si elle avait enfin trouvé un fil qu'elle pouvait tirer et refusait de lâcher. Zahra posta la même vidéo sur son compte. Elles taguèrent toutes les deux tous les médias locaux, toutes les organisations auxquelles elles pouvaient penser. Ce fut calme au début. Quelques likes, quelques retweets, un commentaire ou deux, rien de grand. Mais au moment où le soleil se leva et que le ciel commença à pâlir derrière les stores, les chiffres avaient déjà commencé à grimper. Le partage d'une vidéo par un élève avec un grand nombre d'abonnés apporta la première vague, puis un défenseur des droits des personnes handicapées la reposta avec une légende acerbe sur la façon dont les systèmes protègent les harceleurs plutôt que les victimes. Un journaliste local suivit.
puis un autre. En quelques heures, des gens de toute la ville commentaient, taguaient le rectorat, exigeaient des réponses. Zahra était assise à côté d'Amina à la table de la cuisine, faisant défiler silencieusement les réactions. Certaines étaient en colère. Certaines avaient le cœur brisé. Certaines étaient indignées d'une manière qui ressemblait à la justice, se remettant enfin sur pied. Amina dit peu. Elle continua juste de regarder le nombre de vues augmenter. À midi, il avait dépassé les 100 000. Le soir, les présentateurs des informations locales le mentionnaient à l'antenne, lisant des déclarations du rectorat sur une enquête en cours et un examen de l'incident impliquant plusieurs élèves. Mais ces mots n'avaient plus beaucoup de poids. La vidéo avait déjà fait ce qu'elle devait faire. Les dégâts ne pouvaient pas être atténués. Leurs boîtes de réception se remplirent rapidement. Messages d'inconnus, d'enseignants d'autres écoles, de parents d'enfants en fauteuil roulant qui avaient vécu le même silence. Certains les remerciaient, certains offrèrent de l'aide. Un avocat spécialisé dans les droits civiques demanda s'ils avaient déjà entamé une action en justice. Zahra marqua immédiatement ce message. Mais le changement le plus révélateur vint lorsque le bureau du proviseur appela. Le numéro apparut sur le téléphone de leur mère, alors qu'elle coupait des légumes dans la cuisine, le dos toujours tourné, encore inconsciente de tout ce qui avait explosé en ligne. Zahra répondit. « Mademoiselle Traoré, » dit Langston, sa voix sèche mais tendue par la pression. « Nous aimerions fixer une réunion à votre meilleure convenance pour discuter de l'affaire en cours. » Zahra ne répondit pas tout de suite. Elle laissa le silence planer un instant, juste assez longtemps pour sentir le poids revenir dans ses mains. « Bien sûr, » dit-elle. « Nous vous contacterons. Mais la prochaine fois, envoyez un email. Ma sœur n'a pas besoin d'entendre votre voix. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Plus tard dans la nuit, Amina fixa l'écran alors que la vidéo atteignait un demi-million de vues. Sa main dériva vers le clavier, s'arrêtant sur les mots que les gens avaient écrits à son sujet. Courageuse, forte, résiliente, elle ne se sentait pas courageuse. Elle ne se sentait pas forte, mais elle se sentait vue. Et c'était plus qu'elle n'avait jamais eu entre les murs de ce lycée. En face d'elle, Zahra se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés derrière la tête, regardant les chiffres continuer de grimper. Le combat n'était pas terminé, loin de là. Mais le vent tournait, et pour la première fois depuis le début, c'étaient les harceleurs qui allèrent devoir répondre. Pas elle. Dès le lendemain matin, le lycée ne pouvait plus faire semblant. Les emails inondèrent la boîte de réception du rectorat. La messagerie vocale du secrétariat était pleine avant midi. Des camionnettes de chaînes d'information stationnaient de l'autre côté de la rue, face à l'entrée du lycée, leurs antennes s'élevant au-dessus des rangées de voitures garées. Les caméras pointées vers les élèves qui entraient, dans l'espoir d'attraper quelqu'un prêt à parler. Et tandis que le personnel faisait de son mieux pour étouffer l'affaire, faisant entrer les élèves rapidement, donnant instruction aux professeurs de ne pas discuter de la vidéo en classe, il était déjà trop tard. Les dégâts étaient remontés à la surface. Tout le monde l'avait vu. Tout le monde avait une opinion. Et personne ne croyait plus le lycée. Dans les salles de classe, les élèves chuchotaient pendant les cours, les téléphones cachés sous les bureaux, les doigts tapotant à travers le flux incessant de reposts, de commentaires et de vidéos découpées, analysant chaque seconde de la séquence. Certains parlaient à voix basse de la façon dont ils avaient déjà vu des choses, comment Benoît, Kevin et Tristan agissaient toujours comme si rien ne pouvait les atteindre. Quelques-uns admirent, même discrètement, qu'ils avaient ri à l'époque. Ils ne riaient plus maintenant. En milieu de matinée, une deuxième vidéo fit surface, celle-ci sous un angle différent, montrant les moments juste avant l'agression, la façon dont Amina avait essayé de s'éloigner en fauteuil, la façon dont Benoît s'était mis devant elle, le sourire narquois sur son visage, quand il s'était penché sur les poignets et avait déverrouillé les freins. Ce n'était plus seulement du harcèlement. Cela ressemblait à une agression. Cet après-midi-là, Zahra et Amina furent convoquées à une réunion au rectorat. Cette fois,
Il n'y avait pas seulement Langston et Meyer derrière un bureau. C'était un panel, des représentants du cabinet du recteur, un agent de liaison du conseil d'administration de l'académie, un conseiller juridique du rectorat et une femme silencieuse du département de l'équité et de l'inclusion qui ne dit rien de toute la réunion mais prit des notes avec un stylo qui ne s'arrêta jamais de bouger. Elles s'assirent dans une salle de conférence calme et sans fenêtre. Les murs tapissés de photos encadrées de diplômés souriants et de photos de groupes d'événements scolaires dépassés. Le contraste entre ces images et la tension dans la pièce était assez vif pour être palpable. Langston était là aussi, mais il ne mena pas la conversation. Zara le fit. Elle vint avec des notes, des noms, des chronologies, des journaux d'incidents, des captures d'écran de commentaires, des citations d'enseignants qui avaient été témoins de choses mais n'avaient jamais agi. Elle exposa tout avec des mots calmes et mesurés, sa voix ne tremblant jamais, sa posture ne fléchissant jamais. Et à côté d'elle, Amina était assise immobile dans son fauteuil, silencieuse mais présente, ses yeux fixés sur chaque personne à la table, comme si elle voyait à travers le bois poli et la sympathie répétée. « Vous m'avez exclu pour avoir protégé ma sœur, » dit Zara, sa voix égale. « Et vous l'avez laissée retourner dans ce lycée le lendemain avec les mêmes garçons qui l'ont sortie de son fauteuil. Vous n'avez pas examiné les images. Vous ne lui avez pas parlé. Vous n'avez rien fait d'autre que punir la personne qui vous a fait paraître mauvais. » L'un des membres du conseil d'administration bougea mal à l'aise. « Nous comprenons que des erreurs ont été commises, et nous menons un examen complet. »« Vous n'examinez rien, » interrompit Zara, sa voix s'élevant légèrement. « Vous réagissez parce que vous vous êtes fait prendre, parce que le monde a vu ce que vous refusiez de voir. » Le silence qui suivit fut épais et long. Puis le conseiller juridique prit la parole. « Nous avons examiné les images et la documentation fournie. Nous avons également parlé à d'autres élèves. Sur la base de l'ensemble de l'incident, le rectorat présente des excuses officielles à Amina et Zahra Traoré. L'exclusion sera annulée immédiatement et les mesures disciplinaires à l'encontre des autres élèves sont en cours de réévaluation. » Zahra se pencha lentement en arrière, ses mains jointes sur ses genoux. Réévaluation ne suffit pas. La membre du conseil s'éclaircit la gorge. « Nous sommes en train d'engager des procédures d'expulsion formelle pour les 3 élèves impliqués. »« Et qu'en est-il du personnel qui a ignoré les avertissements ?» demanda Zara. « Nous avons ouvert une enquête interne, » dit le conseiller juridique, « et nous revoyons nos programmes de formation sur la sensibilisation au handicap et l'intervention. » Ce n'était pas tout. Pas encore. Mais c'était la première fois que quelqu'un dans cette pièce reconnaissait pleinement ce qui s'était passé. Amina ne parla pas pendant la réunion, mais quand elle se termina et que la pièce commença à se vider, la femme de l'équité et de l'inclusion se tint à côté d'elle et dit « Ils ne bougent aussi vite que lorsqu'ils ont peur. » Et pour la première fois depuis le début, Amina sourit. Ce n'était pas grand, ce n'était pas long, mais c'était réel. Dehors, devant le bâtiment, des journalistes attendaient. Micros à la main, caméra tournant. Et cette fois, Zara ne tressaillit pas quand ils appelèrent son nom. Elle s'avança devant les objectifs, le menton haut, Amina à ses côtés, et parla avec la même clarté que lors de cette réunion. Elle ne ragea pas, elle ne pleura pas. Elle dit juste la vérité. Et quand l'histoire fut diffusée ce soir-là, sur toutes les chaînes locales, sur les réseaux sociaux, à travers des articles, des interviews et des tables rondes, le message était clair. Elles ne se contentaient pas de riposter. Elles étaient en train de gagner, mais cela ne dura pas éternellement. Le retour de bâton ne tarda pas à commencer. À la fin de la semaine, après que le rectorat eut publié ses excuses formelles et confirmé que l'expulsion de Zara avait été annulée, les radios locales commencèrent à changer de ton. Le ton était différent maintenant. Pas seulement de l'indignation et de la sympathie, mais quelque chose de plus calme, de plus calculateur. Les auditeurs formulaient leurs préoccupations en termes vagues, leur voix teintée d'une hésitation destinée à paraître juste.
Bon, je ne dis pas que ce qui est arrivé à cette fille n'était pas terrible, dit un homme lors d'une émission matinale populaire. Mais je me demande juste à quel moment la violence va trop loin. Je veux dire, cette autre fille a envoyé 3 garçons à l'hôpital. Une mère intervint plus tard dans la journée, sa voix tendue, contrôlée. Le genre de ton utilisé quand quelqu'un répète chaque mot avant de se présenter devant un microphone. Mon fils Kevin n'a jamais été un harceleur. Il a été pris dans l'instant. Cette fille avait de l'entraînement. C'est une combattante. Pourquoi personne ne se demande si ce qu'elle a fait était excessif? D'autres suivirent. Lettres au rédacteur en chef. Commentaires en ligne sous les articles de presse. Déclarations soigneusement formulées des parents des garçons impliqués, rédigées par des avocats et des coachs en relations publiques et encadrées d'un langage qui dansait autour de la responsabilité. Ils ne niaient pas ce qui s'était passé. Ils ne s'en excusaient pas non plus. Ils redirigeaient simplement les projecteurs, loin de leur fils et sur Zara. Quelques articles commencèrent à la désigner comme l'élève de MMA exclu, plutôt que par son nom. Des sources anonymes mentionnèrent son passé violent. Un blog affirma qu'elle avait déjà attaqué auparavant, bien que personne ne puisse le prouver. L'implication était claire. Peut-être qu'Amina était une victime, mais Zara, elle était dangereuse. Zara lut chaque titre. Elle ne broncha pas. Mais Amina remarqua la façon dont sa sœur restait éveillée plus tard maintenant, faisant défiler les articles sur son téléphone, les doigts crispés, la mâchoire serrée. Elle remarqua comment Zara arrêta de poster pendant quelques jours, comment elle s'éloigna lorsque des amis lui envoyaient des SMS, comment elle disait qu'elle allait bien, mais se déplaçait comme si elle attendait que quelque chose d'autre la frappe. Cela frappa Amina plus durement, parce que tandis que Zara avait toujours été celle qui se battait, qui se tenait droite et encaissait la chaleur, Amina connaissait le prix à payer pour être incomprise par choix, pour être transformée en quelque chose de laid par des gens qui ne vous regardaient jamais dans les yeux. Ils recommençaient, juste avec des mots plus grands, des plateformes plus bruyantes, des costumes plus propres. Au lycée, quelques élèves commencèrent à porter des bracelets rouges, une couleur liée à l'équipe universitaire, une démonstration silencieuse de soutien à Benoît et aux autres. Quelques-uns marmonnèrent des choses en passant. Un garçon dit que Zara avait eu de la chance de ne pas être derrière les barreaux. Un autre rit et dit qu'Amina devrait être reconnaissante que quelqu'un lui parle. Aucun d'eux ne la toucha. Mais l'air avait changé. Le proviseur envoya une note rappelant aux élèves de se traiter mutuellement avec compassion et d'éviter de prendre parti pendant ce qu'il appelait une situation délicate et polarisante. Zara l'arracha du tableau d'affichage quand elle la vit et la jeta à la poubelle. « Ils veulent une fin propre », dit-elle à Amina ce soir-là. « Ils veulent que ce soit calme. » Une petite conférence de presse sympa, une leçon apprise, et tout le monde retourne en classe comme si rien ne s'était passé. Amina leva les yeux vers elle. Mais c'est arrivé. Zara hocha la tête. C'est pourquoi ils ont peur, parce qu'on ne les laisse pas conclure l'affaire. Le lendemain matin, une action en justice fut rendue publique. Amina Traoré C., le rectorat de l'académie. Une action civile alléguant un manquement à protéger une élève handicapée, une négligence volontaire et une inaction systémique face à un harcèlement répété. L'avocate qui les avait contactés après la première vidéo l'avait déposée en leur nom. Zara ne parla pas pendant l'interview à la presse. Elle se tenait derrière sa sœur, les mains jointes, le visage stable. Amina parlait maintenant, lentement, prudemment, clairement. Elle dit à la salle qu'il ne s'agissait pas de vengeance, qu'il ne s'agissait pas d'attirer l'attention, que tout ce qu'elle voulait, c'était la sécurité, l'équité et la dignité, qu'elle n'avait pas eu ces choses depuis le moment où son fauteuil était devenu une cible. Après l'interview, les journalistes se pressèrent à nouveau autour d'elle. Certains posèrent des questions sur les bracelets, sur les nouvelles rumeurs, sur le retour de bâton des familles des garçons. Amina répondit de la même manière, à chaque fois. « Je ne peux pas m'éloigner en marchant. Alors je ne reculerai pas non plus. »
Et à ce moment-là, même si les machines à désinformation tournaient et que les parents se bousculaient pour protéger l'image de leur fils, il était clair que quelque chose avait changé pour de bon. Parce que maintenant, ce n'était plus seulement Zahra qui se battait, c'était Amina aussi. Cela s'est produit devant le bâtiment du rectorat, 3 jours après le dépôt de la plainte. Le temps s'était refroidi, le vent plus vif sur les bords, et le ciel était gris au-dessus, comme s'il n'avait pas décidé s'il allait pleuvoir ou simplement rendre la ville plus lourde. Amina et Zahra venaient de terminer une courte réunion avec leur avocate. Des mises à jour, rien d'urgent, lorsqu'elles sortirent dans le petit parking niché derrière le bâtiment. Les voitures étaient serrées les unes contre les autres, encadrées par une clôture en grillage et une rangée de haies affaissées. C'est là qu'elle les vit. Benoît et son père. Le garçon se tenait raide près du côté passager d'un SUV noir, les mains fourrées dans les poches d'une veste d'équipe universitaire qu'il n'avait pas encore regagnée. Son visage pâle, mais tendu par quelque chose qui ressemblait à de la colère étirée trop finement pour tenir ensemble. Son père s'appuyait contre le capot de la voiture, grand et large, un homme au cou épais avec une barbe poivre et sel et une veste de costume portée comme une armure. Ses bras étaient croisés, sa mâchoire dure. Le genre d'homme habitué à obtenir ce qu'il veut, en élevant la voix dans la bonne pièce. Zahra ralentit, mais Amina, non. Elle avança en fauteuil, pas vite, pas imprudemment, juste régulièrement. Et quand elle s'arrêta à environ 3 mètres d'eux, elle ne tressaillit pas. Ses mains reposaient légèrement sur les mains courantes. Son expression était calme. Le père de Benoît s'avança le premier. « Vous vous croyez maligne, dit-il, sa voix plate, le genre de ton destiné à remplir l'espace comme une pression. Traînez le nom de mon fils dans la boue. Racontez des histoires pour ruiner son avenir. Vous croyez que quelqu'un se souviendra de la vérité après que vous l'ayez empoisonné de cette façon ?» Amina pencha la tête, ses yeux stables. « Ce n'est pas moi qui raconte des histoires. » Il fit un pas de plus. « Vous ne comprenez pas le genre de dégâts que vous causez. » Derrière lui, Benoît restait silencieux. Zahra se rapprocha, sa posture gardée, chaque pas mesuré. Mais Amina leva doucement la main, lui faisant signe de rester en retrait. Puis elle regarda droit vers Benoît. « Tu as amené ton papa pour me crier dessus ?» dit-elle, sa voix douce mais claire. « Pas assez courageux pour le faire toi-même ?» Ses yeux vacillèrent. L'expression de son père se durcit. « Vous êtes dépassée, petite fille. » Amina sourit, lentement et vivement. « J'ai été traînée sur le sol, laissée par terre, moquée par des gens qui pensaient que je resterais silencieuse pour toujours. Et je suis quand même revenue. Je ne suis pas dépassée. Je suis juste à bout de patience. » Il s'approcha. Zahra bougea pour intercepter, mais Amina ne bougea pas. « Vous pensez que c'est de la force ?» demanda-t-il, bas et dur. « S'asseoir dans un fauteuil derrière une action en justice ?» La voix d'Amina ne vacilla pas. « Non, je pense que la force, c'est d'être assise dans un fauteuil et de rendre quand même les gens comme vous nerveux. » Pendant un moment, personne ne bougea. Puis le père de Benoît détourna le regard, juste brièvement, comme si les mots avaient atterri quelque part où il ne s'y attendait pas. Derrière lui, la mâchoire de Benoît tressaillit, sa bouche pressée en une ligne fine, mais il ne parla toujours pas. Il ne s'avança pas. Il ne s'excusa pas. Il resta juste là, dans l'ombre de l'homme qui lui avait clairement appris à ne se battre que lorsque les chances étaient de son côté. Amina se pencha légèrement en avant dans son fauteuil. « Je n'ai pas peur de vous, » dit-elle. « Et si vous pensez que venir ici va m'empêcher de dire la vérité, vous ne comprenez vraiment pas à qui vous avez affaire. » L'homme fixa un moment de plus, puis jeta un coup d'œil à Zahra. Ce qu'il vit dans ses yeux le fit hésiter. Il recula sans un autre mot, fit un signe de tête à son fils et se tourna vers la voiture. Benoît suivit. Il jeta un regard en arrière une fois, juste une seconde. Mais Amina s'était déjà détournée. Au moment où le SUV quitta le parking et disparut au coin de la rue, le vent s'était levé, tirant sur les bords de son manteau
et faisant bruisser les feuilles sèches qui voletaient sur l'asphalte. Zahra se tenait à côté d'elle en silence. « Ça va ?» demanda-t-elle finalement. Amina hocha la tête, les yeux droits devant. « J'en ai juste marre que les gens pensent qu'ils peuvent me faire peur. » Zahra eut un petit rire discret. « Ils ont peur, dit-elle. C'est pourquoi ils sont venus. » Et aucune d'elles ne le dit à voix haute, mais elles le sentirent toutes les deux, profond et certain, comme un fil tendu entre elles. Ce n'était pas la fin, mais ce n'était plus un combat pour la survie. C'était un combat qu'elles commençaient à contrôler. La semaine suivante, la situation devint ingérable. La stratégie du silence adoptée par le lycée, faite de déclarations contrôlées, de langage évasif et de gestes superficiels, ne fonctionnait plus. Chaque fois qu'il tentait de publier un communiqué de presse neutre, il était démoli dans les sections commentaires, disséqué par les panels d'information locaux, moqué sur les réseaux sociaux. Chaque délai ressemblait à de la culpabilité. Chaque phrase soigneusement formulée, qui omettait de nommer directement les garçons, était vue pour ce qu'elle était, de la lâcheté enveloppée dans de la bureaucratie. Mais il ne s'agissait plus seulement de la vidéo. Un nouvel enregistrement fit surface, plus ancien celui-ci. Un audio granuleux provenant d'une salle de classe, posté anonymement, mais c'était indubitablement la voix de Benoît, riant, traitant Amina de « poids mort » à voix basse, pendant qu'un autre garçon chuchotait quelque chose d'inaudible, suivi de rires étouffés. Un professeur était clairement dans la pièce, mais n'avait rien dit. On pouvait entendre le feutre crisser sur le tableau blanc en arrière-plan pendant que tout cela se passait. L'extrait se propagea plus vite que le premier. Parce que maintenant, ce n'était plus seulement la cruauté, c'était la dissimulation. Les gens commencèrent à parler. Une ancienne élève posta un long fil de discussion sur la façon dont elle avait été harcelée pendant son année de terminale et dont le lycée avait enquêté, mais lui avait dit de ne pas ruiner l'avenir de qui que ce soit. Une autre mentionna que Kevin s'était fait prendre avec une bouteille d'alcool dans son sac de sport et était sorti de retenue 2 jours plus tard sans aucune mention sur son dossier. Un garçon raconta que Tristan lui avait cassé ses lunettes dans les vestiaires en seconde et que l'entraîneur lui avait dit de ne pas le signaler à moins qu'il ne veuille mettre de l'huile sur le feu. Tout commençait à se délier. Et les familles des garçons le savaient. L'avocate représentant les Traoré reçut un appel inattendu, une offre de règlement amiable précoce, sans admission de faute, mais avec la promesse de discuter d'une compensation financière et d'une réforme systémique. Le montant proposé était important, suffisamment pour tenter le silence, suffisamment pour tout faire disparaître, du moins publiquement. Mais Zahra et Amina n'étaient pas intéressées par le fait de disparaître. Leur avocate refusa. Au lieu de cela, elle rendit public le fait qu'une offre de règlement avait été faite sans reconnaissance de responsabilité. Au lieu de cela, elle rendit public le fait qu'une offre de règlement avait été faite sans reconnaissance de responsabilité. Le soir même, un débat télévisé opposa 2 analystes juridiques, dont l'un lut une partie de l'offre à l'antenne. Le retour de bâton fut rapide. Des parents d'élèves commencèrent à réclamer des démissions administratives. Une pétition exigeant le renvoi du proviseur adjoint Mayer atteignit 25 000 signatures en un seul week-end. Des organisations de défense des droits des personnes handicapées commencèrent à planifier un rassemblement devant le bâtiment du rectorat. Des journalistes attendaient désormais quotidiennement devant le campus. Et au milieu de tout cela, Amina restait stable. Elle allait en cours tous les jours. Elle parlait quand on lui demandait. Elle donna une courte interview pour un podcast national. Elle répondit à une question lors d'une réunion publique. Elle ne criait pas. Elle ne pleurait pas. Elle ne reculait pas. Elle continuait simplement d'être présente. Zahra, réintégrée mais choisissant de ne pas retourner au lycée, continuait de travailler en coulisses, organisant des interviews, envoyant des déclarations, se coordonnant avec des groupes de défense qui traitaient désormais Amina comme une figure de proue d'un mouvement croissant bien au-delà de leur ville. Pour chaque titre que les familles des garçons essayaient de contrôler,
Zahra s'assurait qu'un titre plus fort et plus vrai le remplace. Un soir, Amina était assise à table, faisant défiler son téléphone, quand elle vit un nouveau poste. Un garçon du lycée, l'un des silencieux qui n'avait jamais dit un mot pendant tout le harcèlement, avait posté une courte vidéo de lui-même fixant la caméra. « J'aurais dû l'aider, dit-il. J'ai vu ce qu'ils ont fait. Je n'ai rien fait. Mais maintenant, je vais le faire. » Il partagea le lien vers la pétition. Il tagua le rectorat. Il nomma Benoît. Amina ne sut pas quoi ressentir au début. Mais quand elle regarda de l'autre côté de la table et vit Zahra l'observer, le coin de la bouche de sa sœur se soulevant en quelque chose de petit et de fier, elle réalisa quelque chose de simple, mais de puissant. Elles étaient entendues. Non pas parce qu'elle mendiait l'attention, non pas parce qu'elle jouait gentiment, mais parce qu'elle n'arrêtait pas. Et maintenant, la vérité avait son propre élan. Il ne s'agissait plus seulement de ce qui avait été fait, il s'agissait de ce qui allait suivre. Le changement vint lentement, puis tout d'un coup. Cela commença par les convocations au conseil de discipline. Des lettres envoyées aux familles de Benoît, Kevin et Tristan, les informant que des procédures d'expulsion formelles avaient commencé. Le conseil d'administration de l'académie avait voté à l'unanimité pour aller de l'avant après avoir examiné les preuves compilées, les témoignages et le tollé public. Le rectorat fit l'annonce dans un court communiqué de presse, publié juste avant le week-end pour en atténuer l'impact. Mais la nouvelle n'atténua rien. Les journalistes eurent l'histoire avant que le lycée ne puisse la contrôler. En quelques heures, les titres inondèrent les médias locaux et régionaux. Le lycée engage l'expulsion des élèves impliqués dans l'incident d'abus sur personnes handicapées. Des photos des garçons prises lors du banquet sportif de l'année précédente commencèrent à circuler en ligne. Sur certaines, ils avaient l'air suffisants, les bras autour des épaules les uns des autres, des trophées à la main. Sur d'autres, ils semblaient plus jeunes, presque inoffensifs. Mais les légendes, sous les images, racontaient une histoire différente maintenant. Les sections de commentaires n'étaient pas tendres. Et tandis que leurs parents essayaient encore de déformer les faits, donnant des interviews par l'intermédiaire d'avocats, publiant des déclarations sur le droit à une procédure régulière et le pardon, la communauté avait tourné le dos. Les entraîneurs prirent leur distance. Les anciens élèves arrêtèrent de les défendre. Même certains des professeurs qui étaient restés silencieux commencèrent à exprimer discrètement leur soutien à ce que les Traoré avaient fait, comme si le vent avait suffisamment tourné pour que la vérité semble sûre à côtoyer. Pour la première fois depuis la bagarre, Amina sentit qu'elle pouvait respirer entre les murs de ce lycée. La tension ne disparut pas complètement. Il y avait encore des regards dans le couloir, des chuchotements qui traînaient derrière elle, des camarades de classe qui évitaient le contact visuel ou parlaient trop prudemment, comme si la vérité pouvait encore être radioactive, mais la peur avait changé de forme. Elle n'était plus logée dans sa poitrine comme avant. Elle ne lui serrait plus les mains quand elle prenait les virages ou ne pesait plus sur ses épaules quand elle passait devant certains casiers. Elle s'était déplacée, vers eux. Benoît arrêta de venir au lycée 2 jours avant son conseil de discipline. Aucune explication. Personne ne le dit à voix haute, mais tout le monde savait. Kevin et Tristan suivirent peu après. Leurs casiers furent vidés un matin avant la première cloche. Quelqu'un dit que leurs parents avaient demandé des retraits anticipés. Quelqu'un d'autre dit qu'on leur avait dit de ne pas se présenter. Le proviseur publia une autre déclaration. Courte, prudente. Nous restons engagés à assurer un environnement d'apprentissage sûr pour tous les élèves. Nous prenons les allégations de harcèlement au sérieux et continuerons à faire respecter nos politiques. Cela semblait fatigué maintenant. Trop tard. Zahra le lut et ne prit même pas la peine de répondre. Au lieu de cela, elle se concentra sur la préparation de la prochaine étape. Le procès gagnait du terrain. Des organisations nationales commençaient à appeler. Des leaders des droits des personnes handicapées voulaient rencontrer Amina. Des groupes de défense des droits civiques amplifiaient l'histoire. Une université locale
invita les sœurs à prendre la parole lors d'un prochain panel sur l'équité dans l'éducation. Leur mère les fit asseoir à la table de la cuisine un soir après le dîner, sa voix calme mais ferme. « Vous avez déjà changé les choses, dit-elle, et je suis fière de vous deux. Mais assurez-vous de continuer à vivre vos vies. Ne laissez pas cela tout prendre. » Zahra hocha la tête, sérieuse comme toujours. Mais Amina sourit simplement. « Peut-être que ça l'a déjà fait, dit-elle. Mais maintenant, c'est nous qui décidons quoi en faire. » Ce week-end-là, Amina retourna à la salle de sport où Zahra s'entraînait. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu sa sœur bouger comme ça, contrôlée, vive, délibérée. Zahra s'entraînait avec précaution, sans jamais se vanter, mais toujours stable, toujours précise. Après la fin de la séance, elle tendit à Amina une paire de gants, plus petits, rembourrés, doux. « Tu n'as pas besoin de frapper fort, dit-elle. Frappe juste intelligemment. » Amina les enfila. Le poids ne lui faisait plus peur, parce que maintenant, elle comprenait ce que signifiait tenir bon, même quand on était assis. Le rassemblement eut lieu un samedi matin froid, juste devant le siège du rectorat, et au moment où Amina et Zahra arrivèrent, emmitouflés dans des manteaux et des écharpes contre le vent, le trottoir était déjà rempli. Des pancartes flottaient au-dessus des têtes en rythme régulier. « Protéger les élèves handicapés. Nous sommes avec Amina. La responsabilité n'est pas optionnelle. » Certaines étaient écrites à la main, d'autres imprimées par des organisations locales qui étaient venues non seulement pour soutenir, mais pour exiger. Il y avait des parents et des élèves, des militants et des enseignants, des défenseurs juridiques et des voisins, tous rassemblés dans une démonstration de force silencieuse mais puissante, leur présence exprimant ce que leur voix allait dans bientôt dire. Au bord du rassemblement, un podium improvisé avait été installé près des marches de l'entrée du bâtiment. Derrière lui, une banderole s'étendait sur le mur de pierre. Plus de silence, plus d'excuses. Zahra monta la première, sa voix calme et mesurée, tranchant le froid sans avoir besoin de crier. Elle parla des écoles comme institutions de confiance, de la façon dont elle ne pouvait plus attendre des élèves qu'ils endurent le mal en silence pendant que les adultes détournaient le regard. Elle parla des systèmes qui ne bougeaient que lorsqu'ils y étaient forcés, et de la force qu'il fallait pour être celui qui poussait. Puis elle recula, et Amina avança en fauteuil. Elle ne regarda pas la foule d'abord. Elle prit une lente inspiration, ses mains reposant sur le podium, stable et sûre. Puis, elle leva les yeux et parla. Pas fort, pas théâtral, juste clairement, comme si elle ne demandait plus la permission d'être entendue. « Je n'ai pas intenté de procès parce que je voulais me venger, » dit-elle. « Je l'ai fait parce que je ne voulais pas que cela arrive à la prochaine fille en fauteuil, ou au prochain garçon, ou à quiconque se fait rire au nez et ignorer jusqu'à ce qu'il finisse par craquer. » La foule était silencieuse, écoutant. « Je l'ai fait, » continua-t-elle, « parce que personne ne devrait avoir à être blessé, filmé, traîné sur le sol et se demander encore si on le croira. Personne ne devrait avoir à perdre sa sœur du lycée juste pour que quelqu'un le remarque. » Les applaudissements n'explosèrent pas, ils roulèrent comme une marée montante, réguliers et forts, portant de la chaleur dans leur son. Elle ne fit qu'une brève pause avant de finir. « Et je ne partirai pas tant que les personnes qui m'ont laissé tomber ne seront pas celles qui devront en répondre. » Ce soir-là, ces paroles furent citées aux informations du soir, et le procès devint national. En quelques jours, la couverture médiatique s'étendit bien au-delà de la ville. Les grands médias publièrent des articles de fond avec des titres comme « Une élève dépose une plainte historique pour discrimination liée au handicap contre le rectorat et les sœurs, au centre de la tempête des droits civiques, refusent de reculer. » Des interviews furent demandées par des talk-shows nationaux. Un segment fut diffusé lors d'une émission spéciale de fin de soirée. Le dossier de plainte lui-même, Traoré C, rectorat de l'Académie, circula dans les réseaux de défense des droits, utilisé comme exemple de la façon dont la responsabilité ne pouvait plus être enterrée sous la paperasse et le silence.
Les avocats du rectorat tentèrent de devancer les dégâts. Ils contactèrent à nouveau avec une offre de règlement révisée, mais cette fois, elle n'était pas noyée dans les clauses de non-responsabilité. Elle comprenait une reconnaissance formelle de faute, un plan d'action détaillé pour réformer la formation du personnel, et une offre financière substantielle qui financerait à la fois les soins continus d'Amina et un nouveau programme d'équité pour les personnes handicapées qui porterait son nom. Cette fois, les Traoré écoutèrent. Leur avocate examina attentivement l'offre. Zahra posa toutes les questions auxquelles elle pouvait penser. Amina ne dit rien pendant la majeure partie de la réunion, resta juste assise tranquillement, regardant son nom imprimé sur les documents, la forme de son histoire maintenant gravée dans les documents officiels. « J'accepterai », dit-elle finalement, « s'ils le signent en public. » L'avocate sourit, et le rectorat le fit. L'accord final fut signé lors d'une session publique, pas à huis clos. Les caméras furent autorisées. Les journalistes y assistèrent. Le recteur lut une déclaration reconnaissant l'échec du rectorat à protéger Amina Traoré du harcèlement et des abus répétés, reconnaissant Zahra Traoré pour être intervenue lorsque les adultes avaient échoué, et s'engageant à une réforme systémique à long terme. Ce n'était pas juste une victoire, c'était un changement. Et après, Amina ne célébra pas. Elle ne pleura pas. Elle resta juste assise avec sa sœur sur les marches de l'entrée du bâtiment, la foule s'éclaircissant derrière elle, les journalistes s'éloignant, le ciel s'adoucissant en un gris pâle alors que la journée se calmait. Zahra lui tendit une bouteille d'eau et s'assit à côté d'elle en silence. « Tu l'as fait », dit doucement Zahra. Amina secoua la tête, juste légèrement. « Nous l'avons fait. » Et bien qu'aucune d'elles ne l'ait dit à voix haute, toutes deux comprirent la même chose à ce moment-là. L'histoire ne concernait plus la vengeance. Elle concernait ce qui allait suivre, ce qu'elles construiraient, avec l'espace qu'elles avaient creusé, et combien d'autres suivraient le chemin qu'elles avaient forcé à s'ouvrir. La poussière ne retomba jamais complètement, mais elle commença à se dissiper. Le cycle des nouvelles passa à autre chose, après un certain temps, déplaçant ses projecteurs sur une autre ville, une autre histoire. Les caméras quittèrent le parking du lycée, les journalistes arrêtèrent d'appeler aussi souvent, et les fiches de commentaires devinrent plus calmes. Mais pour Amina, le silence n'était pas celui qui effaçait ce qui s'était passé. C'était celui qui laissait de la place à quelque chose de nouveau pour prendre racine. Elle roulait toujours dans les mêmes couloirs, passait devant les mêmes casiers, assistait aux mêmes cours. Mais le poids avait changé. Il ne pesait plus sur ses épaules, ou ne se nichait plus dans son estomac comme avant. Les gens la regardaient encore parfois, mais les regards étaient différents maintenant, curieux, prudents, voire respectueux d'une manière qui ne semblait pas forcée. Quelques élèves qui n'avaient jamais parlé auparavant l'arrêtaient maintenant pour poser des questions sur des projets de défense des droits. Certains demandaient à rejoindre le groupe de mentorat qu'elle mettait en place, avec l'aide d'une association locale. Un professeur demanda si elle serait prête à aider à redessiner certaines parties du plan d'accessibilité pour les personnes handicapées du lycée. Ils voulaient l'entendre, non par pitié, mais parce qu'ils avaient commencé à comprendre qu'elle savait ce qu'ils ignoraient. Elle ne s'attendait pas à apprécier ce sentiment. Mais elle l'appréciait. Elle aimait la planification, la clarté, la façon dont les idées prenaient forme sur papier et se transformaient en quelque chose de réel. Elle aimait savoir que sa voix pouvait changer une conversation, modifier une politique, ouvrir une porte. Pour la première fois depuis l'accident, elle se sentait utile d'une manière qui ne consistait pas seulement à survivre à la journée. Elle ne s'accrochait plus au bord des choses. Elle construisait quelque chose à l'intérieur d'elle. Et elle n'était pas seule. Zahra continuait d'être présente, pas au lycée, mais partout ailleurs où cela importait. Elle s'entraînait le matin et aidait Amina l'après-midi. Elle rencontrait des organisateurs communautaires. Elle rédigeait des propositions. Elle planifiait des ateliers d'été. Ce n'était pas toujours facile, mais c'était à elle. Chaque réunion, chaque email tardif,
Chaque petite victoire, elle recousait quelque chose de plus fort que ce qui avait été perdu. Un après-midi, alors qu'elles étaient assises à la table de la cuisine à trier une pile de notes et de dépliants de programmes, leur mère entra dans la pièce, tenant son téléphone. Elle regarda Amina, puis posa doucement le téléphone avec l'écran vers le haut. Un titre barrait l'écran en caractères gras noirs. 3 anciens élèves disqualifiés des admissions universitaires suite à l'examen de leur expulsion. Amina le lut lentement. Sous le titre, l'article expliquait comment les universités où Benoît, Kevin et Tristan avaient été acceptés avaient retiré leurs offres après avoir appris toute l'étendue du harcèlement et les termes de leur expulsion. Leurs bourses sportives avaient été supprimées. Au moins un des garçons avait tenté de faire appel, citant une « influence médiatique injuste ». Mais la décision avait été maintenue. Il n'y avait pas de photo dans l'article, pas de citation des garçons ou de leur famille, juste les faits, exposés clairement et définitivement. Amina fixa l'écran pendant un long moment. Zahra ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Finalement, Amina leva les yeux. « Je pensais que ça ferait une différence, » dit-elle doucement. « Et alors » demanda sa mère. « Je ne sais pas, » dit Amina. « Ça ne ressemble pas à de la vengeance. Juste comme la fin d'un chapitre. » Zahra hocha la tête. C'est tout ce que ça devait être. Elles restèrent assises là un moment de plus, sans célébrer, sans jubiler, laissant juste les choses se tasser. Le poids de la justice, quand il atterrissait enfin, ne venait pas avec des feux d'artifice ou des cris. Il venait silencieux, stable, lourd aux bons endroits. Plus tard dans la soirée, Amina sortit en fauteuil sur la terrasse arrière, avec une couverture enroulée autour de ses jambes et un carnet sur ses genoux. Elle griffonnait des notes pour la prochaine réunion, sujets de discussion, intervenants à inviter, questions qu'elle voulait poser. La lumière du porche bourdonnait au-dessus d'elle. Le vent était frais mais pas glacial. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas l'impression de courir après une version de sa vie qu'elle avait perdue. Elle avait l'impression de vivre enfin celle dans laquelle elle avait grandi. Et cela ne lui faisait plus peur. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné pour vous 2 histoires qui, je pense, vous plairont. Passez une excellente journée.